Salut, je sais pas comment tu es arrivé sur cette vidéo, si c'est parce que tu as cliqué dessus ou si c'est parce que, effrayé d'une vidéo de plusieurs heures, tu t'es dit non, il y a que cette vidéo là qui m'intéresse parmi le bilan 2023 de Flavien. En tout cas, bienvenue. Donc, l'idée, c'est cette introduction va être là pour toutes les vidéos un peu sorties du bilan 2023 qui sont là si vous avez trop peur de la durée globale du bilan et qu'il y a juste telle catégorie qui vous intéresse. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est extrait directement de la vidéo globale du bilan 2023, ce qui fait que, où je parle vraiment de tous ces jeux et même plus, où j'ai catégorisé comme ça, compartimenté un peu par type de jeu et par catégorie. Donc je vais vous dire après ce qu'il y a si vous êtes curieux, mais donc juste, soyez conscients que c'est sorti d'un truc plus global. Alors normalement j'ai essayé de faire gaffe, mais il est possible qu'il y ait ici et là quelques incohérences ou quelques trucs dont la référence n'apparaît pas dans la vidéo, c'est que ça vient d'une autre partie de la vidéo bilan. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous dis un petit peu ce qu'il y a comme vidéo, là vous êtes dans celle-ci qui est, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, si jamais il y avait aussi les déceptions, les trucs originaux mais pas forcément entièrement aboutis, les trucs qui sont un peu du réchauffé, un peu du déjà vu, mais qui sont agréables. Il y avait aussi les jeux solo, les jeux à deux, les surprises, les ressorties, donc c'est les vieilleries qui sont ressorties en 2023, et également le top du top, évidemment, les quelques jeux qui m'ont le plus marqué. Donc voilà, là je sais pas dans quelle partie vous êtes, vous y êtes, j'espère que ça vous a plu et que vous êtes là par choix, j'espère que personne vous a contraint, mais encore une fois, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir les autres qui sont en lien dans la description, etc. Vous pouvez le faire ici aussi, comme sur l'autre bilan, vous pouvez mettre un petit pouce, il y a un petit Buy Me a Coffee dont je vous mets le petit QR code et puis le petit lien si jamais vous avez trop de sous et que vous savez pas quoi en faire, vous attendez juste à aucune contrepartie, c'est pas le but, voilà, n'hésitez pas à commenter, pour le coup, sur le bilan 2023, je vous invite à commenter sur n'importe quelle partie, autant ici, n'hésitez pas à commenter mes choix dans la catégorie dans laquelle on est, et à parler des jeux que vous avez découverts dans cette catégorie, alors que ce soit les déceptions, les jeux à deux ou quoi, ça dépend en fait du titre de cette vidéo. Voilà, on part en fait pour l'intro qui était dans le bilan 2023 de cette catégorie, qui peut-être ne va faire aucun sens, mais en tout cas, on y va. Allez, première interlude non-jeu de société, et on va rester dans le ludique puisqu'on va parler de jeux vidéo. Alors faut savoir que cette année 2023, c'est sans doute l'année où j'ai le moins joué à des jeux vidéo depuis, je pense, une dizaine d'années, parce que je tenais le compte des jeux auxquels je jouais, et souvent c'était plusieurs dizaines, alors beaucoup de jeux courts, l'année dernière, en 2022, il y avait Elden Ring, qui m'avait pris beaucoup de temps, il y a quelques jeux comme ça, un peu... qui prennent beaucoup de temps, qu'ils soient bons ou pas, peu importe, mais en général je joue plus à des expériences qui avoisinent les 10 heures ou moins, ce qui me permet de jouer à pas mal de choses. 2023, force est de constater que j'ai beaucoup moins joué, parce que, je sais pas, lassitude, envie de changer, parce que j'ai plus joué à des jeux de société, parce que j'ai plus fait d'autres choses. Également, j'ai au point que j'ai même pas eu le temps de relancer mon podcast Listen to the Game, qui est du let's play audio, mais parce que aussi il y avait des questions de temporalité qui ont fait que j'ai pas pu. C'est pas un podcast que j'ai abandonné, je vais essayer de le reprendre là en 2024, parce que c'est un format que j'aime bien, quand même il a pas beaucoup de personnes qui écoutent, j'aime beaucoup de concepts, mais donc, très peu de jeux vidéo malheureusement. Je dis malheureusement parce que c'est un média que j'adore et que, comme dans chaque année, c'est la plus belle année qui soit. Vous voyez ce Zelda là, je l'ai depuis la sortie. Moi j'avais été un grand fan de Breath of the Wild, qui est pour moi un des plus grands jeux de tous les temps. Et Tears of the Kingdom, j'ai pas encore pu le lancer, enfin j'ai pas pris le temps de le lancer, je sais que c'est aussi un jeu qui va me prendre du temps. Donc bon voilà, je l'ai pas encore lancé, mais je ne doute pas que je l'apprécierai. Quelques autres jeux, parce que je sais que c'est une très belle année, il y a eu le Baldur's Gate 3, alors je sais pas si je serais sensible à la proposition, mais j'ai vu tous les éloges qui ont été faits. Il y a le Cocoon, que j'ai beaucoup aimé, je crois par quelqu'un qui avait travaillé sur Inside, enfin j'ai pas aimé, j'ai pas joué, mais que j'aurais aimé jouer en tout cas. Il y a également Chants of Senna, du côté des francophones, qui moi me fait beaucoup de l'œil, j'ai très plein bien sûr, énormément de bons retours dessus, et je sais que c'est un genre qui va me parler, dans la proposition, la direction artistique et tout, je sais que ça va complètement me parler. Là encore, faut juste que je prenne le temps de le faire, même si celui-là, c'est pas un Baldur's Gate 3 ou un Tears of the Kingdom, c'est un peu plus abordable en termes de durée.
Donc voilà, plein de choses. Je continue à côté de ça, même sans pratiquer, à m'intéresser aux jeux vidéo. J'écoute Silence on joue, que je vous invite à écouter, c'est vraiment celui-là qui chaque semaine m'accompagne au niveau de l'actualité et des sorties et de « Ah ça, il faudrait que j'y joue ». Il y a aussi ZQSD que je continue de beaucoup écouter, et Origami qui s'est lancé cette année, avec plein de gens anciennement de Gamecult, mais aussi de JV Le Mag et Louise Nidossier, également Kevin Sicurel qui fait partie du Cozy Corner. Donc voilà, ça je suis, ça me permet de rester un peu au fait de l'actualité et de ce qui sort et de ce qui pourrait m'intéresser. Mais donc, cette année, que 2 jeux que je vais retenir. J'ai joué un peu à Marvel Snap aussi, mais qui est sorti plus tôt en 2022, mais qui est très bien. Donc d'abord il y a Venba, alors j'en ai parlé dans des hebdos jeux de société à chaque fois. Venba c'est un jeu de Visai Games, qui est un jeu sur la cuisine, et qui une espèce de visual novel avec très peu de gameplay, mais où l'écriture, les thématiques, le lien à la cuisine, le sound design, font que c'est une jolie histoire, bien racontée, avec des thématiques assez fortes, même si elles sont déjà vues. C'est pas le jeu du siècle, hein. Honnêtement, dans une année entre guillemets normale de ma pratique de jeux vidéo, il serait même pas apparu dans mon top 15 je pense, parce qu'il y a trop de très bonnes choses qui sortent, mais là c'était un des jeux très courts que j'ai fait cet été, et c'était pas mal, l'écriture, les thématiques, la manière dont c'était réalisé, jeu à assez petit budget, mais qui raconte des choses, fait par des personnes concernées, donc Venba je vous le conseille assez si vous avez 2 heures devant vous à tuer, je crois qu'il est dispo sur Switch, moi j'ai joué sur PC grâce au Game Pass. Le deuxième c'est Storyteller, que lui j'ai trouvé un bon niveau au-dessus et que j'ai trouvé très bien, c'est un jeu de Daniel Benmergui, qui est un créateur que j'aime beaucoup, qui a fait plein de jeux Flash à l'époque, Today I Die notamment, ou quelque chose avec The Moon, pas To The Moon, hein, c'est autre chose, et c'est rigolo parce que dans Storyteller on retrouve certains trucs. Il a aussi fait Fidel Dungeon Rescue qui n'a absolument rien à voir mais qui est pas mal non plus en termes de puzzle game. Non, là dans Storyteller on retrouve certains trucs qu'on pouvait trouver dans Today I Die, mais dans Today I Die c'était avec le texte, alors que là c'est avec les images, puisque c'est des espèces d'inversion d'éléments pour créer du nouveau sens. Dans Storyteller on va avoir différents tableaux, et on va avoir une espèce de titre qui va nous dire un objectif, et il va falloir agencer un peu les personnages dans les scènes pour atteindre cet objectif, et donc ça va nous valider. Ce qui est intéressant dans Storyteller, c'est son titre, ça raconte plein de choses, il y a des petites animations absolument charmantes, et ce qui est rigolo, c'est qu'on peut créer différentes histoires sur un même tableau selon comment on va l'aborder, et ce qu'on va y mettre. Sachant que justement, il y a des tableaux où il y a une résolution, il y en a d'autres où, on fait ci, et puis il y a une espèce de phase B, si on prend l'exemple de Céleste, où ça va être, mais là il se passe autre chose, donc réfléchis un peu à l'organisation de ce tableau, pour le réorganiser de manière à ce que tu arrives à une autre conclusion. Change les personnages de place, change les tableaux de place, change les moments, la temporalité. Donc tout ça, ça marche très bien. Il y a en plus un mode plus, un New Game Plus quand on arrive vers la première fin des tableaux, qui permet encore une autre revisite encore, qui est vraiment bienvenue. Enfin, la cerise sur le gâteau, en tout cas si vous voulez l'essayer, enfin moi je trouve que c'est très bien, à tout niveau, j'ai trouvé ça assez brillant, je trouve que Daniel Benmergui est quelqu'un de très talentueux. La bonne nouvelle, c'est que c'est gratos si vous avez Netflix. Moi j'y ai joué sur téléphone, parce que si vous avez l'appli Netflix, faut aller sur Netflix Games, et si vous avez un compte, en fait, il y a une une ludothèque, chez Netflix qui est assez importante. Il y a Immortality, il y a Oxenfree, le 2, je crois, je sais plus. En tout cas, il y a pas mal de petites choses. Shovel Knight, quelque chose, Pocket Dungeon, il y a un Reigns aussi qui est arrivé dessus. Donc, intéressez-vous à la ludothèque de l'appli Netflix, parce qu'ils ont commencé à rajouter des trucs, donc dont Storyteller, et donc si vous êtes abonné Netflix, que vous regardez des séries ou quoi, vous avez accès à cette ludothèque, dont Storyteller, qui se prête très bien à une version tactile avec les sur téléphone ou sur tablette, ça marche tout à fait, donc vous êtes peut-être passé à côté. Moi les gens à qui je l'ai proposé ont bien aimé l'expérience. C'est pas le jeu du siècle, hein, rien de comparable aux meilleurs jeux que j'ai pu faire les années précédentes, mais c'est une très bonne expérience, donc je vous la conseille quand même. On repart du jeu de société pour aller vers un autre univers culturel, et cette fois c'est la musique. Alors faut savoir que c'est un peu comme le jeu vidéo, avec quand même un désintérêt. Alors c'est pas un désintérêt, mais disons que j'ai quand même écouté pas mal d'albums, parce que oui, je continue à écouter sous forme d'albums principalement, sauf dans mes titres likés sur Spotify quand je suis en voiture ou quoi, mais sinon j'écoute vraiment toujours la musique sous forme d'album. C'est comme ça, je fais ça depuis 15 ans, et ça me permet plein de découvertes, et j'aime la narration qui se dégage dans un album, et parcourir la discographie d'un artiste. Donc j'avais l'habitude de écouter énormément de musique, j'ai des podcasts musicaux, que ce soit les Tympans de Magellan ou la Mélodie du Bonheur, qui sont
on n'a rien sorti en 2023. J'attends de m'y remettre parce que c'est des podcasts que j'aime bien, que j'aimais bien faire et tout. Vous pouvez trouver ça sur vos applis de podcast, notamment les Tympans de Magellan si vous êtes curieux de musique du monde, mais pas musique du monde d'un côté un peu péjoratif, mais qui viennent un peu du monde entier, où chaque épisode on aborde un pays différent. Allez écoutez ça, vous découvrirez plein de choses. Et donc cette année 2023, un peu comme le jeu vidéo, je pense que, et encore pire parce que le jeu vidéo, je pense que ça fait 10 ans que j'ai pas aussi peu joué, la musique, pour avoir aussi peu de nouveautés dans mon top, je pense qu'il faut remonter à 2007, 2008, 2009, parce que juste j'ai écouté des podcasts, j'ai fait du jeu de société, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et du coup j'ai eu beaucoup moins l'occasion d'écouter de la musique et des albums. De manière générale, du coup je suis resté dans des zones de confort, il y aura beaucoup de rap US, surtout des artistes que je connaissais déjà et que j'appréciais déjà, et donc où j'allais à peu près confiant, également beaucoup moins d'originalité du monde entier comparé à quand je faisais les Tympans de Magellan, qui était un peu l'occasion d'aller fouiner un peu sur toutes les scènes mondiales. Également, il y a certains artistes que j'estime beaucoup, que j'adore, et je suis à peu près sûr que j'aimerais leurs albums, mais que j'ai pas encore écouté. Il y a le Sufjan Stevens, là, qui a super bien marché. Alors, il y aura pas de gros underground là-dedans, donc le Sufjan Stevens. Le André 3000, j'ai jeté une première oreille dessus, je pense qu'il en faudra d'autres, ça m'a l'air assez prometteur, qui est parti dans son côté jazz, là, André 3000, qui faisait partie des Outcasts. Le Danny Brown, alors je parlerai de Danny Brown, mais il a aussi sorti un album en son nom propre, et je l'ai pas écouté. Il y a aussi Caroline Polachek, qui a fait un album, je crois, en début d'année, If Tumor aussi, que j'adore, qui a sorti des super albums, et que là j'ai pas pris le temps d'écouter, ou encore du côté de la musique ambiante électronique, il y a Tim Aker notamment. Mais donc voilà pour ce qui est des albums que j'ai pas eu le temps, ou que j'ai pas pris le temps d'écouter. J'espère qu'en 2024, je vais me remettre un peu à écouter plus de musique. On va donc maintenant partir sur les albums que j'ai pu vraiment écouter. Donc tout d'abord, alors c'est pas des albums, mais j'ai continué à écouter énormément Rosalia, qui est moi une artiste que je préfère de ces ces quelques dernières années. J'avais découvert avec El Malquerer en 2018, je crois. J'aime beaucoup aussi Los Angeles, qui est plus côté flamenco, avec des collaborations de Raoul Refré. Mais Motomami, quand il est sorti en 2022, et puis sa version plus, je crois, qui est sorti fin 2022, pour moi, album incroyable, à la fois pop, R&B, musique un peu plus latine, reggaeton, etc., mais aussi beaucoup d'expérimentation et tout, et une voix incroyable, et un peu de flamenco encore ici et là. C'est pour moi une artiste incroyable, et cette année, elle a sorti un EP avec son ex, qui est RR, donc qui était Rauw Alejandro, et les 3 titres étaient plutôt cool. Ça égale pas les meilleurs titres qu'elle a pu faire, etc., mais c'était cool. Et elle a fait aussi un single très très pop pour le coup, I Like You Love Me, c'est ça, LLYM, I Like You Love Me, qui est une petite pépite pop beaucoup moins expérimentale que ce qu'elle a fait sur Motomami ou quoi, mais qui est ultra accrocheuse et tout, donc je l'ai écouté je ne sais combien de fois, et Rosalia est toujours dans mes artistes préférés du côté de la musique. Du côté de mes artistes préférés, il y avait aussi Earl Sweatshirt, depuis Some Rap Songs, qui m'a foutu une baffe monumentale, là aussi en 2018 je crois, et depuis je suis devenu un gros fanboy de Earl Sweatshirt, donc ce rappeur de la West Coast, qui a fait partie de ce collectif, où était Frank Ocean et tout, j'ai un trou, tant pis, mais qui a fait des super albums, et donc j'avais beaucoup aimé l'année dernière, donc en 2022, Sick, qui était un très bon album, et donc là il a fait un album avec The Alchemist, avec qui il a déjà collaboré ici et là, et qui est un très très grand producteur, un mec qui fait des super prods, qui est très connu par ailleurs, qui a collaboré avec plein de monde, et donc là l'album c'est Voir Dire, donc on est vraiment dans ce qu'on appelle le hip-hop un peu abstrait, assez vaporeux, assez brumeux, qui est pas du tout dans la performance vocale en termes de flow, qui est très inspiré par le jazz et tout. Vous allez voir que c'est un genre dans lequel moi je me plais et je me retrouve beaucoup depuis quelques années, et vous allez voir que les artistes musicaux de rap que je vais citer sont beaucoup dans ce genre-là. Et ouais, alors plein de featuring, des albums assez courts aussi chez Earl Sweatshirt, celui-là l'est aussi, et plein de morceaux incroyables, allez l'écouter, rentrer dans l'univers d'Earl Sweatshirt, c'est absolument merveilleux. On va rester avec, avec ce genre de rap là, ce qui est considéré comme le abstract hip-hop, mais cette fois du côté de la côte Est avec Mike qui est en collaboration sur Voir Dire, par ailleurs de Earl Sweatshirt et The Alchemist, je crois que c'était sur le morceau Sentry,
très bon morceau aussi, hein. Et donc Mike, c'est un rappeur que j'aime beaucoup aussi, qui pareil est un peu dans tout ça, avec plein de featurings aussi dans son album et de manière générale, et qui a fait plein de très bons albums les 10 dernières années. Alors il m'a toujours moins marqué quand même que Earl, mais très solide, et là il a sorti Burning Desire l'année dernière, qui est je trouve son meilleur album sans hésiter, où il y a vraiment plein de petites pépites, des prods de Maboul, des super feats, tout, enfin il y a rien acheté dessus, donc super. Cette fois-ci, on repart du côté de la côte Est avec Billy Woods et Kenny Segal. Alors, Billy Woods, vous le connaissez peut-être parce que avec Illucid, il fait Armand Hammer, qui ont aussi sorti un album cette année, mais que j'ai pas encore écouté. Et Billy Woods, moi, je l'avais écouté ici et là, il a fait plein de trucs assez connus aussi, si vous vous intéressez au rap US. Mais l'an dernier, en 2022, il a sorti 2 albums, Ethiopis, je sais pas comment on le dit, Ethiopis, et Church, 2 super albums, notamment Ethiopis, qui était un des albums de 2022, et donc là, avec Kenny Segal, il a sorti Maps, qui est là aussi, c'est catégorisé comme du hip-hop abstrait, et très influencé par le jazz rap, etc., et là aussi, pas du tout dans la performance, et surtout, ouais, ce qui rassemble tout ça, c'est surtout que, ouais, à la fois, il y a une ambiance au niveau du flow et de l'atmosphère générale des albums. Il y a aussi des prods qui sont ouf sur Maps. À chaque fois que tu l'écoutes la première fois, t'es là, tu te dis, mais où est-ce qu'ils sont allés chercher ça? C'est absolument brillant, donc allez écouter ça. On va rester dans le rap. Le dernier album de rap, c'est un album qui a aussi fait beaucoup parler de lui, c'est le JPEG Mafia qui collabore avec Danny Brown. Je vous avais dit que Danny Brown avait sorti un album cette année tout seul, mais il a sorti aussi ce Scaring the Hose avec JPEG Mafia. Autant JPEG Mafia, je le connais un petit peu, j'aime bien ce qu'il fait, mais c'est pas non plus la grosse référence pour moi. Autant Danny Brown, il a fait plein d'albums que je trouve assez majeurs, que ce soit Atrocity Exhibition, que ce soit Quarantine aussi, que moi j'aime beaucoup, même si je sais que c'est pas celui qui est préféré par les gens. Et donc là, Scaring the Hose, on est dans une ambiance très différente des autres albums de rap dont j'ai parlé. Ça reste un album avec des prods assez Maboul, et surtout, Danny Brown, en fait, au niveau du rap, du flow, pour le coup, il y a une espèce de performance, il a cette voix-là avec laquelle on peut ne pas accrocher du tout, hein. Je comprends complètement qu'on rejette de ouf la voix de Danny Brown, plein de petits brûlots ici et là, c'est presque un peu plus punk, hein, Danny Brown, que tout ce que j'ai cité. JPEG Mafia, je le rattachais un peu moins à cette esthétique-là, plus punk, et un peu rock presque, que peut avoir Danny Brown ici et là. Scaring the Hose, première écoute, une grosse baffe, et je l'ai réécouté plein de fois, et tous ces albums-là, c'est aussi des albums assez courts, donc ils peuvent s'écouter un peu en boucle, et qui ont des espèces de petits hymnes de rap ici et là, et assez abrasifs, plus abrasifs que les prods des 3 albums dont je parlais avant. C'est peut-être moins facile de rentrer dedans, si vous aimez, moi je vous conseille d'y aller. Donc voilà pour les 4 albums de rap. Et on va changer d'ambiance, et on va essayer de faire une transition quand même un petit peu avec Tirza, qui a sorti des super albums, pareil, artiste féminine que j'adore des dernières années, qui a travaillé avec Kobe Say notamment, et qui du coup a sorti cette année Trip 9 Love avec une ponctuation bizarre derrière. Et elle avait sorti avant Devotion et Color Grade, qui sont des albums assez merveilleux, notamment Color Grade, qui m'avait vraiment pris par surprise. J'avais beaucoup aimé Devotion, mais je l'avais un peu laissé de côté, Tirza, et puis avec Color Grade, j'étais revenu, et vraiment brillant. Et donc là, Trip 9 Love, elle repart un peu, c'est à la fois similaire à ce qu'elle faisait avant, et en même temps, il y a quand même des pistes explorées qui sont un peu différentes. Elle est toujours dans ces pochettes-là, assez floues, un peu brumeuses et tout, et ça correspond beaucoup à ce qu'elle propose. On est dans plus du R&B, de la trap et de la musique pop, mais c'est pas de la pop comme le titre de Rosalia dont je parlais plus tôt, hein. C'est beaucoup plus, opaque, et beaucoup moins aussi mélodique. Il y a notamment des expérimentations, je me rappelle sur Color Grade, je crois que c'est Tectonique ou quoi, où il y avait des passages qui étaient plus indus ou des trucs comme ça. Là on retrouve un petit peu ça dans Trip 9 Love, même si l'ambiance est quand même assez différente. Je trouve que vraiment il a une identité assez différente. Autant j'arrivais à faire des passerelles entre Color Grade et Devotion, autant là alors on retrouve la voix de Tirza qui est jamais dans la performance, qui est plus dans le souffle comme ça, et qui est très très identifiable. Et donc sur Trip 9 Love, il y a vraiment toute cette ambiance là très très bien pour s'endormir, et c'est pas un côté négatif, mais c'est une musique qui enveloppe, mais qui en même temps n'est pas dans une espèce d'enveloppe qui assoupit.
je sais pas si je suis clair, mais en gros, il y a plein de trucs qui vont réveiller les sens, et qui vont se faire se dire ouais ça mérite plein d'écoutes, parce qu'il y a plein de petites subtilités dans sa musique, au-delà de la voix évidemment de Tirza. Donc voilà pour Tirza, on va continuer un peu à descendre vers le calme. Là il y a quand même du R&B et tout. Raúl Refré, je vous en ai parlé, collaborateur de Rosalía sur Los Angeles j'imagine qu'on dit, et c'est un musicien espagnol assez fort. Je vous invite à écouter sa discographie. Je trouve ça assez brillant ce qu'il a fait de manière générale. C'est lui qui faisait notamment les prods pour Rosalía à cette époque, où elle faisait vraiment plus du flamenco nuevo que de la musique expérimentale teintée de plein de choses. Et donc il a sorti cette année El Espacio Entre, voilà, je ne parle pas du tout espagnol, qui est plus dans la musique électroacoustique, et également un peu la musique de chambre aussi ici et là, de la musique électronique, la musique un peu folk, de la musique aussi un peu baroque, et ouais, il est assez marquant cet album par son entrée en matière, parce que les deux premiers morceaux, il y en a un, le premier est très justement dans une espèce de musique un peu sacrée, je connais pas ce que ça raconte, mais il y a ce sentiment de musique sacrée et baroque, et le deuxième mais immédiatement des petits trucs plus électroniques, et où ça éloigne un peu d'une espèce de musique baroque, en rajoutant un peu de l'électronique, des trucs un peu plus expérimentaux, sans que ça soit vraiment expérimental à fond, hein. Enfin c'est tout à fait audible, on n'est pas dans de la grosse noise japonaise ou des trucs où vraiment au niveau du rythme ça part dans tous les sens, mais et il y a vraiment plein de morceaux dans cet album-là qui sont vraiment touchants, qui sont vraiment assez immédiats à toucher et à émouvoir, donc toujours un très bon musicien. Il a aussi fait un album d'ambient avec Pedro Vian en octobre, je l'ai pas du tout écouté, il a été moins bien accueilli a priori, il n'a pas été très accueilli en fait, il n'y a pas grand monde qui en a pris connaissance, mais voilà, si vous pouvez vous plonger dans la discographie de cet espagnol, allez-y. Et enfin on va partir au Japon, un pays que j'aime bien au niveau des jeux de société, hein, vous l'aurez compris dans cette vidéo, avec Ichiko Aoba, qui est une artiste japonaise mais incroyable, pareil, enfin, je citais Rosalía, mais Ichiko Aoba fait aussi partie de mes artistes préférés les 10 dernières années. Elle a fait des lives incroyables, elle a fait des albums incroyables, c'est d'une douceur à tomber par terre, influencé, c'est de la musique folk, influencé où on sent parfois des petits bouts de musique brésilienne au niveau des rythmiques, mais où c'est aussi un peu de la musique ambiante, aussi un peu parfois ce qu'on appelle de l'enregistrement de terrain, ça part dans plein de trucs, mais surtout il y a une vraie douceur incroyable qui se dégage de tout ça, et un vrai dénuement qui est assez touchant et très intime, et que je trouve absolument merveilleux. Et donc là elle a fait un live, donc c'est uniquement un live, j'ai pas vu de nouvel album de sa part, mais avec c'est le live au Milton Court avec le 12 Ensemble, et donc on est dans de la musique folk, et par contre du coup cet orchestre là ça apporte évidemment côté musique de chambre, et il y a aussi un peu de New Age dans cet album là, qui a pas forcément, alors je sais pas, c'est pas le terme qui me viendrait pour caractériser principalement la musique d'Ichiko Aoba de manière générale, autant le côté plus folk intimiste, assez dénué et dépouillé, oui. Là, le côté New Age, on le sent un peu plus dans cet album-là, tout comme le côté musique de chambre, l'utilisation de l'orchestre fait que ça donne une nouvelle apparence, une nouvelle perspective un peu sur sa musique, qui modifie certains titres, même si enfin, c'est pas l'album que je retiendrai d'Ichiko Aoba, c'est pas celui que je conseillerais en premier, il y a plein d'albums studio ou le live 0% qui sont absolument merveilleux, mais j'aime tellement Ichiko Aoba que cet album-là, je l'ai trouvé aussi merveilleux. Donc voilà, pas la plus grande année musicale de mon côté, une très belle année quand même, il y a eu de très belles choses qui sont sorties, faudra que je revienne sur certains albums et tout, parce que ça me manque quand même, j'adore la musique, et j'ai pas eu l'occasion d'en écouter assez à mon goût en 2023, mais si vous aussi vous êtes passé à côté de quelques trucs, peut-être que ça va vous donner quelques pistes. On quitte une nouvelle fois le jeu de société pour aller vers la bande dessinée cette fois. Alors faut savoir que cette année, j'ai parlé plusieurs fois dans mes mensuels de Jérémy, un pote du collège qui est venu s'installer en Alsace et que je vois régulièrement, et le fait qu'il se rapproche, ça fait que je emprunte plein de BD, merci à lui, pas forcément des trucs de 2023, mais il y a ça qui m'a un peu replongé dans l'euphorie de lire des BD, qui est un média que j'adore comme tous les médias, on va pas se mentir, et du coup, en deuxième partie d'année, là, depuis, je sais pas, peut-être octobre, novembre, je me suis réinscrit à la médiathèque, aux médiathèques de Strasbourg, donc il y en a tout plein, on peut emprunter plein de trucs, et elles sont très bien achalandées, dans tous les genres différents, que ce soit manga, comics, BD franco-belge, ou quoi, ou qu'est-ce, peu importe. Faut savoir que
je suis toujours aussi peu lecteur de livres non illustrés, et j'ai rien lu de 2023, soyons clairs, et donc je vais même pas parler de ça, j'ai lu un Italo Calvino, mais c'est à peu près tout. Mais donc, du côté des bandes dessinées, plusieurs choses. D'abord, Catwoman Lonely City, qui est un truc de Cliff Chiang, une œuvre de Cliff Chiang, que ce soit au scénario ou à l'illustration. Cliff Chiang, il a fait les illustrations de Paper Girls, que j'ai aussi lu cette année, tiens d'ailleurs, qui a été écrit par Brian K. Vaughan, un mec assez inégal, j'ai lu pas mal de trucs de lui aussi cette année. Et donc Catwoman Lonely City, c'est un truc sur le fait de vieillir pour des héros, et un peu comme peut-être Dark Knight Returns ici ou là, et c'est 10 ans après la mort de Batman, et Catwoman sort, donc Selina Kyle sort de prison, et alors c'est super réussi, je trouve que les personnages sont très bien traités dans le fait de vieillir, dans ce que ça représente, dans aussi le côté nostalgique, dans le fait que le monde change autour d'eux, et que eux, est-ce qu'ils sont encore adaptés à ce monde-là, dans l'utilisation de Barbara Gordon et de Harvey Dent, et de plein de trucs qui fonctionnent très bien, et visuellement c'est un super travail. J'avais beaucoup aimé le travail de Cliff Chiang sur Paper Girls, donc là il brille encore, donc chaude recommandation chez Urban Comics. On va partir chez Viking dans la brume, le tome 2, puisque cette année j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Lupano et de Wilfried, donc Lupano et Au hasard, qui est en fait un autre Lupano. Et donc Viking dans la brume, que ce soit le tome 1 ou le tome 2, ils sont très rigolos les deux, c'est l'histoire de Vikings, évidemment, et qui vont faire les Vikings, et c'est humoristique. Au niveau du trait, on est vraiment de la BD franco-belge assez classique, et au niveau de la structure, on est sur des espèces soit de pages, soit de demi-pages, bref, c'est des situations qui ne sont pas très longues, mais par contre, l'ensemble raconte quand même. Il y a une ligne directrice, quoi. Il y a des références à plusieurs trucs qui se sont passés avant et tout. Donc, il y a vraiment un récit qui se suit quand bien même c'est à chaque fois des petits tableaux, des petites situations qui évidemment sont inégales, mais qui dans l'ensemble sont vraiment rigolotes, que ce soit les personnages, les situations dans lesquelles ils se retrouvent, les dialogues. J'ai lu pas mal de Lupano cette année d'ailleurs, et c'est un scénariste assez brillant, je trouve, à plein de niveaux, que ce soit dans l'humour ou quoi. Et donc là ça parle de plein de choses, c'est très rigolo. Je vous le conseille, que ce soit pour vous ou pour éventuellement des plus jeunes. On repart vers les comics, et cette fois on va parler de manière générale du DC Universe, puisque c'est Dark Knights of Steel, le tome 1 Au loin l'orage, qui est donc de Tom Taylor, illustré par Yasmine Putri, et chez Urban Comics. Donc ça c'est Jérémy qui me l'a prêté, merci à lui, et moi j'aimais bien, j'aime beaucoup Marvel 1602, j'aime beaucoup les revisites en fait d'œuvres qui les placent dans d'autres époques. J'ai aussi lu ici et là des Batman Elseworlds, qui sont pas du tout connus, mais où ça place Batman dans les Chevaliers de la Table Ronde ou quoi aux caisses. Là c'est un peu ça revisite un peu cet univers-là en le replaçant historiquement totalement ailleurs, et ça le fait vraiment assez bien, je trouve, notamment... alors, au niveau du scénario et tout, je m'en fous un petit peu. Par contre, je trouve que ça arrive et ça ose, ce qui est pas forcément quelque chose de facile avec des personnages aussi installés, à revisiter certaines relations entre les personnages, et à leur donner du coup un autre angle, et à les caractériser un peu différemment, et ça crée vraiment des relations intéressantes au niveau de la caractérisation des personnages. Et visuellement, j'ai pas grand chose à dire parce que j'y connais rien, mais je trouve que c'est assez réussi. Ensuite, on va changer de style avec Song, un livre écrit par Ai-Han et illustré par Pauline Guiton, chez Ankama cette fois. Et donc ça, on change complètement de truc, puisqu'on est plus dans la BD biographique, où ça raconte l'histoire de un personnage dont j'ai plus le prénom, parce que j'ai aucune mémoire des prénoms, mais qui est aux États-Unis et qui va parler avec sa mère, sur les souvenirs de quand les États-Unis sont arrivés au Vietnam, etc., et de comment est-ce qu'elle a vécu ça, comment elle a rencontré le père de la jeune fille. Et en fait c'est un livre qui va parler beaucoup de filiation, d'héritage, de souvenirs, de voyage, de déracinement, de relations entre les personnages, d'amour, de plein de trucs. C'est vraiment touchant, c'est très bien illustré aussi, ça correspond tout à fait au niveau de l'illustration, au propos qui est développé, et à l'espèce de douceur générale qui s'en dégage. Donc vraiment un bon conseil aussi, celui-là, qui est sûrement un peu moins mis en avant que d'autres, même si je sais pas s'il a marché ou pas, mais en tout cas je vous mets tous les liens à chaque fois dans la description. Donc ça c'est Song. Les trois derniers, non les deux derniers, parce qu'il y a aussi Saga. Alors je l'ai mis là parce que Saga donc je parlais de Brian K. Vaughan, qui est ici avec Fiona Staples. C'est une série que j'aime beaucoup. Je trouve quand même que depuis quelques tomes ça s'enfonce un peu, je pense qu'ils aura telle coche de s'arrêter. Je trouve que les derniers tomes sont quand même très inférieurs. J'aime toujours autant la saga, justement. Je trouve que c'est un brillant travail de space opéra et de amour shakespearien.
Je trouve quand même que les derniers tomes sont un peu plus faibles. Donc les deux derniers, il y a, je vais parler de Miyazaki pour Le Garçon et le Héron, je sais pas dans quel ordre ça ira. Il a aussi sorti Le Voyage de Shuna, qui est un truc de 83, enfin un truc, je dis toujours truc, désolé, hein, c'est pas péjoratif de ma part, qui est une œuvre de 1983, qui est sortie cette année en France chez Sarbacane, et qui est excellent. Donc c'est un manga, et on retrouve vraiment les thématiques de Miyazaki de ces années-là, et bon, au niveau du trait, c'est absolument magnifique. Moi j'avais adoré Nausicaa, en termes de visuel, et puis j'avais adoré le manga et tout, et évidemment on retrouve plein de thèmes sur le voyage, l'aventure, le fait de disparaître, de laisser les choses derrière soi, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver, et puis des relations entre les personnes et tout. Donc ouais, très bien, j'ai lu ça à Noël et c'était une très bonne lecture de l'année, voilà, très très cool. Et donc le dernier, c'est Adieu Eri de Tatsuki Fujimoto, que j'ai pu découvrir comme auteur par ailleurs cette année aussi, qui est assez connu pour Chainsaw Man, hein, notamment. Je pense que c'est vraiment l'œuvre qu'il a fait le plus connaître au niveau mainstream, mais Fire Punch, je l'ai découvert très bien aussi. J'ai aussi découvert ses œuvres de jeunesse, qui sont aussi assez barrées, et Look Back, qui est un très bon one-shot, et Adieu Eri, donc on est aussi dans du one-shot qui est paru chez Crunchyroll. Donc c'est résumé par la couverture, hein, il y a ce petit téléphone, puisque le principe de base, qui peut un peu perturber, c'est qu'elle est un gamin qui va filmer sa mère en train de mourir les derniers jours de sa mère, et donc après il va montrer effectivement ce film à des camarades de collège ou de lycée, je sais plus, et va s'en suivre la découverte, la rencontre avec ce personnage-là, qui va participer à son éducation cinéphile, avec qui il va discuter de plein de choses, de la vie et tout, et qui va également être un personnage. Alors c'est là que va y intervenir un peu le fantastique et tout, qui est fréquent, hein, chez Fujimoto, et comment est-ce que c'est confronté au réel de cette manière-là. Et ce que je retiens dessus, au-delà du fait que c'est toujours très sensible, parfois un peu perturbant et tout, c'est un dispositif qui colle super bien. On le voit ici, c'est le dispositif qui est rappelé en fait par la couverture, et qui est l'utilisation en fait de certaines cases où il y a une espèce de filtre qui est mis pour représenter un peu le fait que c'est filmé par le téléphone du gamin, et que je trouve que c'est un dispositif qui est assez brillant, qui est assez pertinent vis-à-vis du récit, et qui met un écran en fait, une espèce d'intermédiaire entre nous et le récit, et je trouve l'effet vraiment assez bien trouvé, et qui, encore une fois, est totalement cohérent avec la proposition. Donc ma découverte de Fujimoto, c'était génial. Adieu Eri, c'était aussi très bien. Donc si vous l'avez pas découvert, c'est un one shot assez court. Découvrez aussi Look Back, découvrez aussi le reste de Fujimoto si ça vous plaît, notamment ses œuvres de jeunesse qui sont peut-être moins connues, mais donc Adieu Eri, c'était une très bonne découverte, et de manière générale j'ai passé une très bonne année de bande dessinée. Allez, un autre univers culturel autre que le jeu de société, c'est le cinéma, les films. Alors surtout les films, j'aurais parlé des séries si je regardais des séries, mais j'en regarde toujours aussi peu et de manière aussi peu régulière, et aussi peu de nouveautés. Il y a juste Ted Lasso que j'ai fini en 2023, là, il y a la dernière saison qui est arrivée, je l'avais découvert en fin 2022 et on l'avait bouffé à toute vitesse, et la saison 2 m'avait un peu déçu, je la trouvais vraiment inférieure à la saison 1, et la saison 3 est merveilleuse. Je trouve que la série est merveilleuse aussi, vraiment, enfin, je vais pas faire de révolution, hein, vous connaissez sans doute Ted Lasso, je trouve ça vraiment brillant sur plein de points, au niveau des personnages, de l'écriture, de l'humour, de l'émotion, de comment est-ce que ils ont osé utiliser des personnages, et certaines séries les auraient utilisés sur toute une saison, là ils ont utilisé 3 épisodes pour éviter de tirer sur le fil. Les épisodes que je considérais comme des fillers un peu dans la saison 2, là ils ont quand même du sens, notamment ce truc aux Pays-Bas que je trouve merveilleux. Ils savent comment finir aussi une saison, et dire des adieux à des personnages. Bref, incroyable série, Ted Lasso, on la recommande à tout le monde. J'aurais bien aimé regarder Last Man, parce que j'avais bien aimé la première, seulement France TV a fait en sorte que certains épisodes, puisque c'était sur le truc de streaming de France TV, c'est interdit je crois au moins de 16 ans, et du coup c'était regardable que de 22h à 6h, sauf que moi je bosse donc je dors à ces heures là et on pouvait pas l'enregistrer, donc j'ai juste regardé le premier épisode, mais je ne désespère pas de regarder ça un jour. Je suis allé un peu plus au cinéma cette année que les années précédentes, notamment pour des raisons de santé, et puis aussi pour des raisons de proximité, puisque j'ai déménagé et je suis maintenant assez proche du cinéma, j'ai du coup moins la flemme d'y aller. Également, plus au ciné, alors j'ai vu moins de films que lors de mes années étudiantes où je pouvais en enquiller un certain paquet,
pas que ce soit un but en soi, hein, mais clairement, et j'en regarde assez peu à la télé, d'ailleurs, ce dont je vais parler là, c'est que les nouveautés, j'ai dû voir quelques films cette année en dehors du cinéma, mais les nouveautés, ça va que être des choses que j'ai vues sur grand écran. Il y en a quelques-unes, notamment, il y aura principalement des films d'animation japonais. Il y a le dernier Hayao Miyazaki, donc Le Garçon et le Héron, le dernier, a priori pas l'ultime, puisqu'il a dit, je crois, qu'il en referait un. Miyazaki, bon voilà... Qui n'aime pas Miyazaki? Très peu de monde. Je vous avoue que moi, Le Vent se lève, c'est pas du tout celui que je préfère. Bon, je suis ravi qu'il revienne avec ça, où je l'ai trouvé vraiment brillant à plein de niveaux. Alors, il a une résonance un peu personnelle avec moi, puisque il y a le décès d'une mère dès le début, et il s'avère que j'ai perdu ma mère aussi quelques jours avant d'aller voir le film, voilà, et l'enterrement était juste après avoir vu le film, bref, je vous passe un peu tout ça, mais j'ai trouvé ça assez cool au niveau des personnages, au niveau de tout ce que ça raconte. On retrouve du Miyazaki à plein de niveaux, évidemment il est pas tout seul à faire ça, hein, c'est un truc collectif, le cinéma, et à son âge, et heureusement il est pas tout seul. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est bon, on retrouve plein de trucs et tout, clairement c'est pas un film qui va rejoindre Ponyo ou Totoro au niveau du public potentiel, parce que c'est un film qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus proche de ses œuvres type Mononoke ou quoi, et qui peut parfois même un peu être effrayant ou dérangeant, et également aussi au niveau de la narration et tout, il y a un côté beaucoup plus abstrait qui, moi, m'a renversé. Enfin, il y a des moments où on s'approche effectivement de l'abstraction pure et que je trouve absolument géniaux, pas loin même d'un 2001 l'Odyssée de l'espace ou quoi en termes de parallèles, donc je sais qu'il a un peu divisé, il y a des gens qui ont pas aimé, qui se disent heureusement il va en faire un et tout. Moi j'ai trouvé ça très bien, donc je vous le conseille si vous avez pas eu l'occasion de le voir. Un autre film sorti cette année, c'est The First Slam Dunk de Takehiko Inoue, qui est la personne qui a écrit Slam Dunk et plein d'autres trucs très bien. Slam Dunk que moi j'ai découvert aussi en tout début d'année 2023, le manga, et que j'ai trouvé incroyable. Donc j'étais quand même bien dans le mood hein, pour The First Slam Dunk, je connaissais les personnages et tout, donc j'ai pas été trop perdu. Très fort à la fois, alors à la fois en termes d'animation et tout, parce qu'il y a vraiment des trucs assez particuliers, au point que au début c'est assez difficile de s'y faire dans les scènes de match et tout au niveau du type de dessin et d'animation. Alors je vous ai dit, hein, je suis nul pour parler de cinéma, mais je sais pas, il y a un côté où c'est un peu difficile parfois de s'habituer, contrairement au Garçon et le Héron, où on est vraiment dans l'animation traditionnelle japonaise, où vraiment on est en terrain inconnu. Là, il y a quand même quelques expérimentations qui sont intéressantes. Il y a aussi cette capacité à filmer le sport qui est complètement ouf. Il le faisait déjà très bien sur papier, c'est peut-être encore plus impressionnant sur papier de donner cette tension et tout. Mais là, les parties du match sont absolument fantastiques. Et il y a aussi ce choix qui est assez malin de partir sur un personnage qui est pas forcément le personnage central de Slam Dunk, même si c'est toute une équipe et tout, c'est pas forcément celui qui est le plus mis en avant. Ça permet de donner un autre angle. Ce qui est intéressant pour les gens qui connaissent Slam Dunk, parce que ça donne une autre perspective, et malgré tout, pour les gens qui connaissent pas, il arrive quand même dans la durée d'un film à réintroduire les relations et un peu le cœur des personnages, des autres personnages, autour desquels se sentent pas le film, pour finalement leur donner quand même une identité et donner cet esprit de groupe qui fait Slam Dunk. Donc vraiment très très bien, j'ai trouvé ça brillant, super. Le dernier c'est Suzume de Makoto Shinkai, donc qui a fait Your Name, qui a fait 5 cm par seconde, qui a fait plein de choses que j'aime plutôt en général. Suzume, bon je l'ai pas trouvé au niveau de Your Name, alors c'est assez différent hein, quand même hein, que de Your Name. Il y a un côté, alors il y a toujours du fantastique et tout, alors il y a toujours cette espèce de perfection visuelle qui moi voilà, je suis plus sensible disons à l'abstraction ou quoi d'un Garçon et le Héron ou aux expérimentations d'un First Slam Dunk au côté plus très démonstratif d'un Suzume ou d'un Your Name. Enfin c'est très impressionnant évidemment, mais c'est presque trop de détails qui éloignent un peu l'émotion. Mais sinon Suzume très bien, il y a plein de très belles musiques dedans, incroyables, notamment le thème principal, et de l'utilisation de la city pop aussi très très réussie. Ça parle de fantastique, ça parle de personnages, je me rappelle plus aussi bien parce que c'était plutôt en première moitié d'année, mais j'en avais un bon souvenir. Je trouvais que le fantastique de tête, alors j'en ai plus trop de souvenirs, il y avait le chat et tout, en fait je retiens aussi le fait qu'il y a certains trucs où il me semble que je les trouvais pas hyper cohérents et que je trouvais un peu étrange, et que des trucs qui tombaient un peu comme un cheveu sur la soupe et qui m'avaient un peu chagriné là où le film n'en avait pas forcément besoin. Mais ça reste un très bon souvenir que je vous conseille. Le dernier, c'est le seul qui n'est pas un film d'animation, c'est Anatomie d'une chute de Justine Triet qui a eu la Palme d'Or cette année. Faut savoir que l'acteur principal Samuel Tace a été accusé depuis d'agression sexuelle récemment, donc gardez-le à l'esprit.
et où donc là on est dans une espèce de thriller qui dure plus de 2 heures, mais on voit pas le temps passer, où il y a un côté un peu huis clos, où il y a à la fois le truc où on va retracer les événements de la chute, qui est peut-être un meurtre, on sait pas trop, et de la mort de ce personnage, et les relations entre les personnages qui sont super bien incarnées, que ce soit le gamin, la mère, c'est Sandra Müller je crois, ça m'a donné envie de voir Tony Erdmann que j'ai toujours pas vu, et de voir aussi les autres films de Justine Triet que j'ai pas vu du tout, c'était son premier film que je voyais, et il y a aussi après toutes les phases de procès, où on est vraiment plus dans un huis clos, où c'est assez affreux la manière dont elle est jugée, non pas pour des actes potentiels, mais pour ce qu'elle est en fait, et comment elle ne correspond pas forcément à la norme de la société et des personnes qui vont la juger, et avec des remarques complètement déplacées et tout. Mais j'ai trouvé, ça vraiment tendu, très très bien mené en termes de narration, de manière de construire le film, de montage et tout, vraiment super, donc un très bon film. Alors j'ai pas vu grand chose cette année, mais il mérite au moins ma palme de 2023. Voilà, je ne sais pas ce que tu viens de regarder, si c'était les top à 2, les meilleurs jeux solo, les déceptions ou quoi, en tout cas j'espère que ça t'a plu. N'hésitez pas à commenter tout ça dans les commentaires, à partager et compagnie, je m'attarde pas. Encore une fois, il y a d'autres vidéos sur les sorties de 2023, que ce soit francophones ou non, qui sont en lien dans la description ou sur la chaîne, ou bien il y a la grande vidéo, si vous êtes courageux ou courageuse et que cette vidéo-là vous a motivé, tout y est chapitré, n'hésitez pas à y aller. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Bonne année ludique, mais bonne année de manière générale, prenez bien soin de vous. Ciao!